Hello everybody, welcome back after the break. Bienvenue après cette pause. Nous poursuivons donc notre session plénière. Nous allons maintenant écouter Virginia Tallens qui nous vient des Philippines et du Climate Change Network for Community Initiatives. Et elle va nous parler d'initiatives en faveur de la justice climatique. Elle va parler de femmes agricultrices qui ont été formées au changement climatique et elle va nous parler de perspectives innovantes en la matière. Donc, Virginia Tallens, vous avez la parole. Je voudrais vous dire bonjour, mais c'est le soir, ici aux Philippines. Et c'est une excellente opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de partager notre récit et de parler de notre pays en particulier, qui est un des pays qui sera et qui est impacté comme d'autres par le changement climatique. Donc, sans plus attendre, je voudrais partager avec vous mes transparents. Alors, voici ici une toute petite introduction par rapport à la justice climatique et l'équité en matière de santé, un récit par rapport aux Philippines. Alors, en ce qui concerne la situation aux Philippines, nous constatons qu'il y a toute une série de données qui sont de mise par rapport à la situation. Et beaucoup de familles ont expérimenté une situation de famine. Il est important de savoir que les enfants ainsi que leurs parents et familles souffrent du fait de ne pas avoir de terre à disposition, un problème de moyens de subsistance ou avoir un moyen de subsistance inférieur aux revenus normaux. Et nous constatons que 9 agriculteurs sur 10 aux Philippines n'ont pas de terre à disposition. Alors, quelles sont les racines de la pauvreté? Il y a tout d'abord un sous-développement économique, un retard en matière économique, une production sur le plan industriel et agricole qui débouche sur un faible niveau d'emploi et de faibles revenus. Et puis, nous avons des structures qui sont également inégalitaires. On est dépendant en termes de développement du marché. Puis, on a parfois un phénomène d'isolement dont sont victimes les Philippins. Alors, en ce qui concerne notre système de santé, il y a plus d'hôpitaux privés, 1812 contre 730 hôpitaux gouvernementaux. Donc, l'État a tout simplement abandonné sa responsabilité en matière de fourniture de soins de santé dans le cadre du partenariat public-privé. Et puis, en même temps, le gouvernement a également opéré des coupes sombres au niveau du budget du ministère de la Santé. En 2022, le département de la santé aura un budget moindre encore que celui de l'année précédente. Et nous pensons que malheureusement, ceci aura une incidence très, très négative. Donc, voilà le type de centre de santé que vous pouvez trouver dans certaines villes. Il n'y a aucune infrastructure et les services ne sont malheureusement pas gratuits sur place. Alors, un enfant sur 3 sont confrontés à de sérieuses difficultés. Nous avons plus de 29 000 enfants qui meurent en raison de la prévalence élevée de malnutrition. Alors, nous avons également eu le typhon Haiyan en 2013 qui a affecté notre pays et qui a touché donc lourdement les Philippines avec 3000 personnes toujours portées disparues et des milliers de morts. Nous avons également été victimes de sécheresses très, très graves, notamment en 2019. Alors, il y a également une augmentation du niveau de la mer. Et un des exemples flagrants, c'est le village de Bulacan, où nous pouvons voir qu'il y a effectivement toute une série de problématiques. Vous avez vu des photos avant, après. Alors, ceci a bien entendu un impact en matière de santé avec une aggravation des problèmes de malnutrition à cause de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté, une augmentation de l'incidence de maladies qui sont transmises par des vecteurs tels que les moustiques, notamment la dengue et la malaria. Nous avons 500 000 cas de dengue répertoriés
répertoriés en 2019 avec 2000 décès, notamment parmi les enfants, et puis une incidence accrue des problèmes cardiovasculaires, respiratoires, de problèmes liés à des maladies qui sont transmises par l'eau. Alors, nous avons également, en matière de santé mentale, de grandes préoccupations, notamment sur le plan de la santé mentale, sur le plan psychosocial. Ce bien-être n'est pas vraiment pris en considération dans notre stratégie. Cela débouche sur toute une série de cas d'anxiété, de dépression, des cas de suicide également, et des interventions qui n'ont pas été suffisantes que pour permettre aux citoyens de survivre. Alors, nous avons besoin de bien-être sur le plan mental pour pouvoir faire face à ces différents désastres que nous vivons au quotidien. Et ça, c'est ce qui a été partagé notamment par les victimes du typhon Haiyan, parce que ces personnes ont vraiment été touchées de près par cette tragédie. Alors, il y a des facteurs qui aggravent, bien entendu, les effets du changement climatique, notamment la législation qui est parfois conflictuelle, idem pour les politiques et les projets, qui ont parfois tendance à rendre les gens beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Et puis, il y a également une façon de fonctionner comme si de rien n'était et qui fait en sorte qu'on n'est pas préparé à faire face à ces désastres. Alors, d'autre part, nous avons également un pillage qui est opéré au niveau des ressources naturelles, que ce soit en termes de travail minier, par exemple. Nous savons que nous sommes le 5e pays le plus minéralisé au monde. Alors, vous pouvez voir la situation avant et après l'exploitation minière. Nous avons 0,69% du PIB et 0,50% qui sont consacrés à l'emploi sur le plan global. Et puis, nous avons bien entendu des risques environnementaux et des tragédies qui ont été rencontrées dans différentes exploitations minières. Alors, nous avons également de grands barrages qui ont été construits en vue d'obtenir de l'énergie hydroélectrique avec des communautés indigènes qui ont été déplacées. Nous avons par exemple 20 000 indigènes qui ont été déplacés dans le cadre du projet de construction d'un barrage. Et comme nous pouvons le voir sur ce graphique, la déforestation s'est aggravée depuis l'époque de la colonisation espagnole, sans oublier la colonisation américaine et finalement l'indépendance des Philippines. Nous pouvons voir qu'il y a effectivement moins de forêts qui sont toujours présentes dans le pays. Alors, nous avons également une répression qui a été opérée au niveau de certaines populations, notamment la loi martiale qui a été instaurée à Mindanao, une militarisation au niveau des zones minières avec des violations des droits humains et puis des personnes qui y ont laissé la vie, bien entendu. Alors, quid de la justice climatique? Alors, l'action climatique est bien ancrée, bien entendu, au niveau de notre population. Nous nous battons, les peuples indigènes se battent depuis des décennies et remportent parfois des victoires. Les agriculteurs et les pêcheurs continuent à se battre pour la santé, pour la terre et pour la justice. Et les femmes également se battent au quotidien. Donc, écoutons à présent le récit de ces deux communautés qui se sont battues en faveur de la justice climatique. Donc, voilà pour mon introduction. Passons maintenant à ces témoignages. Je vais donc partager avec vous le deuxième volet, la deuxième partie de ma présentation. Et je vous demande une petite seconde de patience. Est-ce que je peux continuer? Oui, vous êtes prêts? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Donc, il y a deux communautés qui ont décidé de se battre pour la justice climatique. Alors, ces deux communautés
sont situés dans un vaste espace entouré de montagnes à proximité de la Cordillera et de Caraballo. Donc, ce sont des gens qui cultivent du riz, du maïs, et ce depuis des siècles, depuis la colonisation espagnole. Alors, auparavant, ce territoire était contrôlé par le roi d'Espagne. Donc, il leur avait été promis que la ville d'Isabela pourrait donc récupérer ces terres après une centaine d'années. Mais malheureusement, à la place, les terres ont été vendues à un entrepreneur. Et donc, cette promesse n'a pas été honorée. Et puis ensuite, on a eu le président Marcos qui a mis en place un programme de réforme qui a incité et impliqué plutôt que les agriculteurs aient à payer des taxes. Et donc, c'est un dispositif d'oppression féodale en quelque sorte qui a été mis en place. Donc, dans la région d'Isabela, une petite collectivité d'agriculteurs ont décidé d'œuvrer en faveur des droits de 650 familles. Les agriculteurs ont mis sur pied une organisation afin de pouvoir faire entendre leurs droits. Mais il y a eu, bien entendu, notamment une très longue sécheresse en 2019. Et puis la pandémie est intervenue. Et ensuite, il y a eu des inondations en 2021. Donc, ceci a fait en sorte que ces populations ont été privées de leurs sources de revenus et ont été privées de denrées alimentaires. Et le lockdown est intervenu ensuite, ce qui a fait en sorte que les gens n'ont pas eu la possibilité de se remettre de ces situations. Des restrictions nationales prises pendant le confinement ont empêché ces personnes de vendre les produits de leur ferme. Durant le dernier trimestre de l'année 2020, il y a toute une série de typhons qui sont intervenus avec de vastes inondations qui ont tout détruit sur leur passage, les maisons, les terres, les animaux, les semences, etc. Donc, ces personnes ont dû se réfugier dans des abris et solliciter une aide. Ils ont donc demandé que l'on puisse les aider. Ils se sont tournés vers des organisations de la société civile et des groupes religieux. Alors, il a été possible d'obtenir des dons de denrées alimentaires, d'eau, etc. Et tout ceci a été distribué aux différents agriculteurs. Mais malheureusement, suite à la dévastation ambiante, beaucoup de femmes, d'hommes et d'enfants ont dû cultiver la terre à main nue en y enlevant toutes les roches qui étaient présentes. Chaque famille a néanmoins eu la possibilité de tenter de reconstruire le village. Mais de nouveau, des inondations sont intervenues suite à l'ouverture des barrages. En janvier 2021, les femmes ont décidé de se réunir et de créer une organisation qui leur permettrait de planifier toute une série d'actions. Alors là, mon organisation, voilà mon organisation. Dans une série de séances d'apprentissage, les femmes sont arrivées à comprendre l'injustice qui se cache derrière ces effets de changement climatique, les typhons et tous les dégâts que ça crée. Ceci en raison de défaillances du gouvernement lorsqu'il s'agit de gérer les réponses à ces catastrophes
Il s'agit d'essayer véritablement de lutter contre ces violations de l'environnement. Ces séances d'apprentissage dont elles ont profité, ces femmes paysannes avec une base organisationnelle très forte, donc leur a permis d'opter pour une adaptation au climat. Voilà une photo des personnes qui ont participé à ces formations. Voilà une autre photo d'une réunion, Isabella, de façon à ce qu'elles aient pu planifier ce qu'elles allaient faire avec leur ferme, leur communauté, la planification des ressources, l'application de sciences agroécologiques, l'échange de connaissances traditionnelles avec l'aide de donneurs. Le CNCI a également pu apporter des outils, fournir des outils pour cultiver des semences ainsi que des inputs organiques. La conscientisation sociale, les formations en termes d'organisation les ont également aidés. Ils portaient sur les droits humains, les causes essentielles du changement climatique, des inondations, le changement climatique, les pandémies et la justice sociale. Des cultures de leurs jardins de légumes sont arrivées après 3 mois de travail. Les produits ont été amples pour apporter de la nourriture à leurs familles et des surplus à partager avec d'autres communautés. L'organisation est devenue encore plus unifiée. De nouveaux membres ont été recrutés. Pratiquement une centaine d'entre elles ont assisté aux séances de formation et des actions de protestation ont également été organisées contre des législations qui visaient à appauvrir les paysans, comme une loi qui permet des importations illimitées du riz plutôt que d'améliorer la production locale. Également la loi sur la déréglementation de lois et des politiques de taxation injuste. En novembre 2020, la Fédération a rejoint l'association dans le rappel pour une justice climatique après l'arrivée d'ouragans. Ils ont demandé des subventions, un soutien aux agriculteurs, la vaccination contre la COVID et des soins de santé. Ils se sont également opposés à l'apathie des responsables du gouvernement, des hauts dirigeants dans le gouvernement et aux agences qui œuvrent pour la déforestation, ce qui n'a fait qu'accentuer les inondations. En février 2021, ils se sont également ralliés à des actions dans les rues et des projets, luttant contre des projets de construction de barrages et également des activités d'extraction minière. En mars, des protestations ont été également organisées dans les rizières pour demander de défendre les droits des femmes pour la terre et la justice ainsi que la santé. Ils se sont rejoints au CCNC dans le cadre de la marche. Donc, en même temps, on a organisé une marche de protestation et parmi certaines personnes, parmi les protestataires, certaines personnes ont été visées. En octobre 2021, une marche a été organisée dans les villes dans différentes villes du pays pour lutter contre la saisie de terre. Les femmes ont décidé de guider leur communauté pour prendre des actions, pour assurer leur survie, pour défendre leurs droits et pour lutter contre un régime qui promène la violence. Elles se sont appelées Ambi Isabella, l'association un chapitre local de la Fédération nationale Amihan. Elles sont socialement conscientes, elles recherchent la justice des femmes qui veulent surmonter la pauvreté, la répression par un mouvement pour le changement. La justice climatique est également un autre objectif. Elles disent
On veut véritablement œuvrer dans ce sens. Merci beaucoup. Thank you, Virginia. Merci, Virginia. People can, ask a few questions. We still Les have personnes some peuvent time poser for quelques lunch questions. Nous break, avons encore un 10 peu de minutes. temps, 10 minutes avant la Please pause déjeuner. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton questions-réponses pour poser une question. J'ai déjà une question ici, Virginia. Que veut dire la justice climatique pour vous? La justice climatique, pour moi, ça veut dire que toutes les souffrances, il faudrait y mettre fin et que les victimes, il faudrait leur donner des compensations justes pour tous les dommages qui leur ont été causés. Et deuxièmement, il faut que l'environnement soit protégé et soit également réhabilité de façon à ce que la sécurité alimentaire soit plus pérenne et que les générations à venir puissent également survivre de façon pérenne et qu'un avenir soit toujours possible pour les personnes aux Philippines. Question suivante. Le professeur Lowenson nous l'a dit, nous pouvons tirer des leçons les uns des autres pour atteindre le droit à la santé et pour arriver à des sociétés prospères. Que pouvons-nous tirer comme leçon également des peuples autochtones par rapport à cela? La lutte pour préserver leurs droits, comme je l'ai montré dans les médias, le changement climatique, c'est quelque chose dont bon nombre de personnes maintenant sont conscientes. Pas mal des communautés autochtones ont un système de soins de santé qui est basé sur les ressources qu'elles ont dans les terres ancestrales, les forêts, etc. Mais certaines de ces politiques et différentes lois, en fait, leur arrachent leurs terres et disent, en fait, donc nous savons comment survivre parce que nous connaissons la nature. Cependant, si ces politiques de déforestation, d'extraction minière, si la destruction des communautés autochtones se poursuit, à ce moment-là, l'équité en termes de santé ne sera pas possible. Donc, ce que nous partageons ici, c'est qu'en fait, il faut que ce soit un mouvement holistique impliquant toutes les personnes. La santé, le bien-être, c'est notre objectif. Néanmoins, le système doit également nous donner une façon nous permettant d'atteindre cet objectif. Afin de faire cela, le mouvement populaire doit être en place de façon à ce que ces objectifs puissent être atteints. Et comme je l'ai dit, l'un de ces objectifs, c'est la préservation de l'environnement qui permettra d'assurer une équité en santé, surtout parmi les peuples autochtones. Ce qui est remarquable également dans votre compte-rendu, et c'est différent par rapport à la façon occidentale de voir les choses, c'est le fait d'essayer de s'attaquer aux problèmes en agissant de façon collective, le fait que les personnes partagent les marchandises, les produits qu'elles trouvent pour pouvoir survivre, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Oui, certainement, en cas de catastrophe, comme je vous l'ai décrit, au cours de l'année écoulée, donc avec toutes ces catastrophes que nous avons vécues, eh bien, ça fait partie de la culture, de l'esprit des Philippins. Ils s'entraident les uns les autres et ils estiment qu'un effort collectif doit être entrepris parce que sinon, personne ne va survivre parce que certains de nos dirigeants locaux et le gouvernement national, ils nous ont laissé tomber à bien des égards et donc ils disent les gens sont résilients. Mais en fait, la résilience, c'est une grosse question pour nous parce que nous avons cette approche multifactorielle, mais au sein des communautés, nous nous aidons les uns les autres et ceci nous aide à survivre, à lutter pour nos droits, à être socialement conscients également. J'ai une question de Jessica Burton. Merci donc pour cette présentation très intéressante. Quels sont les matériaux qui sont exploités? Quelles matières sont extraites donc aux Philippines? Lorsque vous parlez d'extraction donc minière, de l'or, nous sommes numéro 3 en termes, l'or et le nickel. Le gros des projets d'exploitation minière concerne l'or et le nickel, surtout dans le nord.
Et la plupart de ces zones se trouvent donc sur les zones qui sont occupées par les peuples autochtones. Comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre lutte contre la destruction de vos terres ancestrales? Spécifiquement, grâce à l'occasion que vous m'avez donnée ici de parler, c'est déjà une très grande aide pour nous. Le fait de pouvoir partager notre histoire, la faire reconnaître auprès des gens au niveau international pour que nous puissions avoir de la justice. Ces exploitations d'extraction minière doivent arrêter de nous exploiter ce qui reste, comme on l'a dit, nos forêts. Eh bien, il ne nous reste que 8000 kilomètres carrés qui restent en comparaison avec ce que nous avions depuis la colonisation par les Espagnols. Et donc, nous espérons que ces entreprises et les gouvernements qui les soutiennent vont arrêter d'exploiter nos exploitations minières pour aider donc nos personnes pour qu'ils puissent survivre, pour assurer également un avenir qui soit pérenne pour nos enfants. Merci. Merci, Virginia. Voilà les questions que j'ai reçues. Merci en tout cas d'avoir participé. Restez avec nous pour écouter les intervenants suivants au cours de l'après-midi, parce qu'à présent, nous allons prendre notre pause déjeuner, cette pause qui va durer jusqu'à 13 heures. Oui, ça c'est l'Europe, l'heure d'Europe centrale. Je sais que vous êtes déjà dans la soirée aux Philippines, Virginia, donc 1 heure de pause. Et entre-temps, nous aurons Sekou et Marianne, poètes climatiques, qui vont nous faire une performance en live. Bon appétit à tous et nous vous retrouvons dans 1 heure. Merci, merci beaucoup.